La première chose que j'ai vue, c'est le plafond blanc. Un blanc parfait. Impitoyable. Il était fait de dalles. Des petits carrés percés de minuscules trous aléatoires. Je les ai comptés. 1, 2, 3, 19. 19 trous dans la dalle juste au-dessus de moi. L'air avait une odeur piquante. De citron et de quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. Quelque chose de propre et de froid. Une machine émettait un bip régulier à ma gauche. Un rythme qui semblait étranger au battement de mon propre cœur. C'était le son le plus solitaire du monde. Ma tête était lourde. Enveloppée dans un épais brouillard. Où étais-je? Un souvenir a fait surface. Net et cruel. Un visage. 2 visages. Mon fils. Mathieu. Son expression crispée par un malaise qu'il ne pouvait cacher. Et sa femme. Sophie. Ses yeux comme des pierres polies. Clairs et durs. Sa voix résonnait dans le brouillard de mon esprit. Non pas comme un souvenir, mais comme si elle me la chuchotait à l'oreille. Maman. Avec tout le respect que je te dois. Tu es devenue une étrangère pour nous. Une étrangère. Le mot s'est tordu en moi. Comme un couteau froid. Une étrangère pour mon propre fils? Pour le garçon dont j'avais pensé les genoux écorchés? Dont je connaissais encore par cœur les histoires préférées pour s'endormir? Le bip de la machine semblait s'accélérer. Plus fort. Comme un compte à rebours vers quelque chose de terrible. J'ai fermé les yeux. Ne voulant que sombrer à nouveau dans l'obscurité. Loin de cette voix. Loin de cette chambre stérile et blanche. Le brouillard s'est épaissi. Et le monde s'est dissous. Me ramenant en arrière. 2 jours plus tôt. Quand le monde avait encore un sens. 2 jours plus tôt. Le soleil filtrait à travers la fenêtre de ma cuisine. Peignant des rayures dorées sur le vieux linoléum usé. C'était un dimanche. Mon jour préféré de la semaine. Dimanche signifiait la famille. Cela signifiait que Mathieu, Sophie et mes petits-enfants, Léo et Mia, allaient bientôt remplir les pièces calmes de ma maison de bruit et de vie. La maison en avait besoin. Parfois, je sentais les vieux murs soupirer dans le silence. Attendant. Tout comme moi. Ma maison à Clairefontaine, dans les Yvelines, n'était pas un château. C'était une simple maison en meulière, avec une petite terrasse et un jardin que mon défunt mari, Jean, avait entretenu avec des mains aimantes. Chaque recoin gardait un souvenir. Les faibles marques de crayon sur le chambranle de la porte dans le couloir suivaient la croissance de Mathieu. Du bambin chancelant au jeune homme qui me dominait. La place usée sur le fauteuil du salon était celle où Jean s'asseyait, lisant le journal chaque soir. Et cette cuisine. C'était le cœur de tout. C'est ici que j'avais versé tout mon amour dans d'innombrables repas. Croyant que la nourriture était une autre façon de dire « je t'aime ». Le menu du jour était spécial. Un bœuf bourguignon. Mijoté pendant des heures jusqu'à ce qu'il soit assez tendre pour s'effilocher à la fourchette. Une purée de pommes de terre. Onctueuse et riche en beurre. Et pour le dessert? Le préféré de Mathieu depuis ses 5 ans, une tarte tatin. Servie avec une boule de glace à la vanille. L'odeur de cannelle et de pommes cuites emplissait l'air. Un parfum chaud et doux qui, je l'espérais, les accueillerait à la maison. Alors que je pelais la dernière pomme, j'ai jeté un coup d'œil à la photographie sur le rebord de la fenêtre. C'était une photo de Jean et moi. Prise pour notre 30e anniversaire de mariage. Peu de temps avant son décès. Il avait son bras autour de moi. Son sourire large et sincère. Oh! Jean! Ai-je murmuré à la photo? Une habitude que je n'avais jamais perdue.
Tu devrais voir Mathieu maintenant. Un architecte si brillant. Et les enfants. Ils grandissent si vite. Tu serais si fier. Une pointe de solitude m'a frappée. Rapide et familière. C'était une compagne constante ces derniers temps. Une douleur sourde juste sous la surface de ma retraite bien remplie. J'avais mes amis. Mon jardin. Mes livres. Mais mon monde. Mon véritable but. Avait toujours tourné autour de ma famille. Depuis le départ de Jean. Cette attention s'était resserrée sur Mathieu et ses enfants. Ils étaient mon soleil. Et je n'étais qu'une petite planète. Contente d'orbiter autour de leur lumière. Le bruit d'une voiture se garant dans l'allée a provoqué une vague d'excitation en moi. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier. J'ai lissé mes cheveux et je me suis précipité vers la porte d'entrée. Mon cœur battant comme celui d'une adolescente. Je l'ai ouverte juste au moment où Mathieu aidait la petite Mia à sortir de son siège auto. « Mamie !» a-t-elle crié, courant vers moi les bras ouverts. Je l'ai soulevée, enfouissant mon visage dans ses cheveux. Ça sentait le soleil et ce shampoing fruité que Sophie utilisait toujours. « Voilà ma chérie. » Ai-je ri, la serrant fort. Léo a suivi. Un peu plus réservé à 10 ans. Et m'a fait un câlin rapide et timide. « Salut. Maman. » a dit Mathieu, esquissant un sourire fatigué en s'approchant. Il m'a embrassé sur la joue. Il avait l'air épuisé, avec des cernes sous les yeux. Le stress de son travail à la défense, de subvenir aux besoins de sa famille, était gravé sur son visage. « Bonjour. Mon chéri. Tu as l'air d'avoir besoin d'un bon repas. » « Toujours. » a-t-il dit, essayant de prendre un ton léger. Sophie a été la dernière à sortir de la voiture, occupée sur son téléphone. Elle était avocate d'affaires, brillante et ambitieuse, toujours tirée à 4 épingles. Aujourd'hui, elle portait un chemisier blanc impeccable et un pantalon de tailleur, ressemblant plus à quelqu'un sortant d'une réunion d'affaires que d'un déjeuner de famille. « Éléonore ?» a-t-elle dit. Son sourire poli mais n'atteignant pas tout à fait ses yeux. La maison sent merveilleusement bon. Comme toujours. Sophie. Bienvenue. Entrez. Entrez tous. Le déjeuner est presque prêt. Je les ai fait entrer. Mon moral au plus haut. Pendant quelques heures, la maison se sentirait à nouveau complète. Le silence serait rompu par le bavardage de mes petits-enfants et la cadence familière de la voix de mon fils. Léo et Mia ont immédiatement couru vers le vieux coffre à jouets dans le salon, sortant les jeux de société usés et les blocs de bois avec lesquels ils ne jouaient qu'ici. Je les ai regardés un instant, le cœur gonflé. Cette maison était aussi leur histoire. Mais alors que nous nous réunissions dans la salle à manger, une tension subtile a commencé à s'installer. Sophie a passé un doigt sur la table en acajou, un meuble que Jean et moi avions acheté chez un antiquaire lors de notre lune de miel. « Tu sais, Éléonore ?» a-t-elle dit nonchalamment. « Ils font des finitions incroyables pour ces vieilles tables maintenant. Un léger ponçage et une teinte moderne égayeraient vraiment cette pièce. » J'ai senti une petite pointe de défense. Oh. Mais j'aime le bois foncé. Il a du caractère. C'est juste. Un peu daté. A-t-elle répondu en regardant autour de la pièce. Toute cette maison aurait besoin d'une mise à jour. L'éclairage est si faible. Mathieu s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Sophie. C'est la maison de maman. C'est chaleureux. Bien sûr. Chérie. C'est très chaleureux. La façon dont elle a dit le mot le faisait sonner comme un défaut. J'ai essayé d'orienter la conversation vers un terrain plus sûr.
J'ai interrogé Léo sur son équipe de foot et Mia sur ses leçons de danse. Ils ont bavardé avec enthousiasme. Et pendant un moment, l'ambiance s'est allégée. Mais je pouvais voir Mathieu et Sophie échanger des regards. Ils étaient inquiets à propos de quelque chose. Je le savais. Une mère sait toujours. Pendant une pause dans la conversation, alors que je débarrassais les assiettes du plat principal, j'ai décidé d'aborder le sujet. Je savais qu'ils essayaient d'économiser pour une maison plus grande dans un meilleur quartier. Pour la carte scolaire. Je les avais entendus en parler au téléphone il y a quelques semaines. Leur voix tendue par l'inquiétude des taux d'intérêt et de l'apport. Mathieu. Sophie. Ai-je commencé? Mes mains jointes sur la table. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ils m'ont tous les deux regardé. Leur attention soudainement vive. Cette maison? Ai-je dit? La voix chargée d'émotion en désignant la pièce. Elle est trop grande pour une personne. Elle est pleine de souvenirs. De merveilleux souvenirs. Mais les souvenirs n'ont pas besoin d'autant d'espace. Mathieu a froncé les sourcils. L'air confus. Maman. De quoi tu parles? J'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battant d'un mélange d'amour et d'excitation nerveuse. J'étais sur le point de leur offrir le monde. La solution à tous leurs problèmes. J'étais sur le point de leur faire le cadeau ultime. L'acte final est le plus significatif de l'amour d'une mère. Je veux que vous ayez la vie que vous méritez. Ai-je dit? Ma voix douce mais sûre. La grande maison avec le beau jardin pour les enfants. Les meilleures écoles. Je sais à quel point vous travaillez dur tous les deux. Et je veux vous aider. J'ai regardé le visage inquiet de Mathieu puis celui méfiant de Sophie. Convaincu que mes prochains mots les feraient éclater en sourires de soulagement et de gratitude. J'ai pris une décision. Je vais vendre cette maison. Nous pouvons utiliser l'argent pour votre apport. Et je peux emménager avec vous. Vous prévoyez déjà d'avoir une chambre d'amis? Non. Je ne serai pas un problème du tout. Je peux aider avec les enfants? Avec la cuisine. Nous pourrons être une vraie famille. Tous sous le même toit. J'ai terminé. La poitrine serrée par la justesse de tout cela. J'ai souri. Attendant leur réponse heureuse. Mais elle n'est jamais venue. À la place, un silence lourd et suffocant est tombé sur la table. Le seul son était le léger bourdonnement du réfrigérateur depuis la cuisine. Le sourire poli de Sophie avait complètement disparu, remplacé par un air d'incrédulité totale. Et Mathieu? Mathieu fixait juste son assiette, refusant de croiser mon regard. Le beau rêve que je venais de peindre commençait à se fissurer. Juste sous mes yeux. Le silence s'est étiré. Mains étendues, aspirant l'air de la pièce. Mon sourire a vacillé, me sentant stupide et artificielle. J'ai regardé Mathieu, le suppliant des yeux de comprendre, de dire quelque chose, de combler le fossé soudain et glacial qui s'était ouvert entre nous. Il s'est contenté de fixer la table, traçant les veines du bois avec son doigt comme si elle détenait les réponses à un examen difficile. Sophie a été la première à le briser. Sa voix était calme, mesurée. Le même ton qu'elle utilisait probablement avec un client difficile. Une voix conçue pour désamorcer tout en ne concédant rien. Éléonore? A-t-elle commencé? Posant sa fourchette avec une précision délibérée. C'est une pensée incroyablement généreuse. Mais ce n'est pas si simple. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui n'était pas simple? Je leur offrais un rêve? Une clé pour leur avenir. Pourquoi me regardait-elle comme si j'avais suggéré quelque chose de monstrueux? Mais bien sûr que si. Ma chérie. Ai-je dit?
Ma voix un peu trop enjouée. C'est la solution parfaite. Je ne serai pas un fardeau. Je te promets. J'aurai mon propre petit espace. Et je serai là pour aider avec Léo et Mia. Pense à tout l'argent que vous économiseriez sur les babysitter. Une lueur de quelque chose de l'agacement. Peut-être a traversé le visage de Sophie avant qu'elle ne le lisse. Il ne s'agit pas d'argent. Pas vraiment. Il s'agit de limites. D'indépendance. Mathieu et moi avons notre façon de faire les choses. Un rythme dans notre vie. Ajouter une autre personne au foyer. Ça change la dynamique. Mais je ne suis pas une autre personne? Ai-je insisté? Ma voix tremblant légèrement. Je suis votre famille. Je suis la mère de Mathieu. Mathieu a finalement levé les yeux. Mais son regard a évité le mien. Maman. C'est une offre très généreuse. Mais Sophie a raison. Les choses sont différentes maintenant. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Ai-je demandé? Mon cœur commençant à sombrer. La belle image de notre avenir ensemble se dissolvait en fumée. Je t'ai élevé dans cette maison. Mathieu. Nous étions une famille sous un même toit. Tout ce que je veux, c'est me sentir à nouveau faire partie de cette famille. C'était la mauvaise chose à dire. Je l'ai vu à la façon dont la mâchoire de Sophie s'est crispée. Éléonore. Nous sommes une famille. A-t-elle dit. Sa voix perdant son ton patient pour en acquérir un plus tranchant. Plus froid. Mathieu. Moi-même. Léo et Mia. C'est notre cellule familiale. Nous avons notre propre vie à construire. Nos propres problèmes à résoudre. Nous ne pouvons pas être responsables de ton bonheur. Aussi. Le mot « responsable » m'a frappé comme une gifle. Je ne m'étais jamais considérée comme une responsabilité. J'étais une source d'amour, de soutien, un filet de sécurité. N'est-ce pas? Je ne vous demande pas d'être responsable de moi. Ai-je murmuré? La nourriture dans mon estomac se transformant en pierre. Je vous propose de vous aider. En vendant ta maison? Ton seul bien de valeur? A rétorqué Sophie en se penchant légèrement en avant. Et que se passera-t-il dans 10, 15 ans? Quand tu auras des problèmes de santé? Le fardeau financier nous reviendrait entièrement. Nous serions piégés. C'est ça que tu veux pour ton fils? Pour tes petits-enfants? Ces mots étaient chirurgicaux. Découpant mes bonnes intentions et les exposant comme quelque chose d'égoïste et d'insensé. Elle faisait passer mon amour pour un passif. J'ai regardé Mathieu. Mon dernier espoir. Il était le tampon. Il était mon fils. Il me défendrait. Mathieu? Ai-je plaidé? Il a laissé échapper un long soupir las. Se frottant les tempes. Maman. S'il te plaît. Essaie de comprendre. On est sous une pression énorme. Mon cabinet vient de perdre un gros contrat. On est déjà tellement sur les nerfs. On ne peut rien prendre de plus en ce moment. Pas même quelque chose qui ressemble à un cadeau. Sa voix était pleine d'excuses. Mais ses paroles étaient un alignement clair avec sa femme. Il la choisissait elle. Leur vie. Plutôt que moi. C'était naturel. C'était juste. Mais ça faisait plus mal que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Les larmes me sont montées aux yeux. Chaudes et honteuses. Alors c'est ça? Je suis quelque chose de plus à prendre en charge? Un projet? Un fardeau? La dispute était devenue tendue. Et les enfants regardaient maintenant. Leurs yeux grands et incertains. Léo a poussé sa fourchette dans sa purée. Son appétit disparut. Mia avait l'air sur le point de pleurer. Sophie l'a vu.
Et son expression s'est durcie. Elle s'est levée brusquement. Je pense que nous devrions y aller, a-t-elle annoncé. Les enfants commencent à être fatigués. Elle a commencé à rassembler leurs affaires avec des mouvements vifs et efficaces, évitant entièrement mon regard. C'est alors qu'elle a porté le coup de grâce. Je regardais Mathieu, espérant toujours un signe, un regard, un mot de réconfort. Mais il ne voulait pas me regarder. Sophie s'est arrêtée près de la porte, son manteau à moitié enfilé, et m'a regardé. Il n'y avait pas de colère sur son visage, juste une finalité froide et dure. Nous avons notre propre famille à laquelle penser. Éléonore, a-t-elle dit. Sa voix basse mais claire. Chaque mot un éclat de glace parfaitement formé. Tu as ta vie. Nous avons la nôtre. Honnêtement. Tu es une étrangère à notre nouvelle vie. Une étrangère. Le mot est resté en suspens dans l'air entre nous. Monstrueux et absolu. Il a atterri au centre de ma poitrine et a tout brisé en moi. Mathieu est resté figé une seconde, la bouche légèrement ouverte comme pour protester. Mais aucun son n'est sorti. Son silence était son accord. Il a entendu la chose la plus cruelle que l'on puisse dire à sa mère. Et il n'a rien fait. Il l'a laissé dire. Allez. Mathieu, a dit Sophie. Sa voix impatiente. Il a tressailli, puis s'est déplacé comme une marionnette, rassemblant les enfants qui étaient maintenant confus et commençaient à se plaindre. Il s'est arrêté à la porte, juste un instant, et m'a finalement regardé. J'ai vu une lueur de culpabilité, de tristesse profonde et intense dans ses yeux. Maman. A-t-il commencé. Mais il n'a pas pu finir. Il a juste secoué la tête et a suivi sa famille dans la nuit. La porte d'entrée s'est refermée avec un clic. Et le son a résonné dans la maison comme un coup de feu. Je suis restée là. Immobile. Au milieu de la salle à manger. La pièce était soudain immense et vide. L'odeur du bœuf bourguignon, qui avait semblé si chaude et réconfortante une heure auparavant, semblait maintenant écœurante, maladive. Sur la table, les assiettes étaient à moitié mangées. La tarte tatin, la préférée de Mathieu, était sur le comptoir, intacte. Un dessert parfait, magnifique, sans personne pour le manger. Je me suis lentement affalée sur une chaise. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux était plus lourd, plus bruyant que leur dispute. Ils me pressaient de tous côtés. Je n'étais pas seulement seule dans la maison. J'étais seule au monde. Une étrangère. Le mot tournait en boucle dans ma tête. Une étrangère à la vie que j'avais créée. Au fil que j'avais élevé. Avais-je été si aveugle? Avais-je vécu dans un monde que j'avais moi-même fabriqué? Une fantaisie où mon amour était encore essentiel? Où ma place était encore assurée? Il semblait que pendant que j'étais occupée à entretenir les souvenirs dans ma maison silencieuse, leur monde avait continué sans moi. Et ils m'avaient laissé si loin derrière qu'ils ne pouvaient plus du tout me voir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis juste restée assise dans le salon obscur, enveloppée dans un des vieux cardigans de Jean, et j'ai regardé les heures s'écouler sur l'horloge du couloir. Chaque tic, chaque tac était une mesure de ma nouvelle réalité. Un rappel que le temps avançait. Mais que j'étais bloquée. Figée dans l'instant où mon cœur avait été brisé par les personnes que j'aimais le plus. Le fondement de toute ma vie. La croyance inébranlable en l'amour de ma famille s'était effondrée en poussière. Et je n'avais aucune idée de ce que je pouvais, le cas échéant, construire à sa place. Le soleil s'est levé. Je n'avais pas bougé.
La lumière grise de l'aube s'est glissée dans le salon, révélant les grains de poussière dansant dans l'air et les restes tristes et figés d'un festin qui n'avait jamais eu lieu. Mon corps était endolori d'une raideur qui n'avait rien à voir avec l'âge et tout à voir avec le chagrin. C'était la manifestation physique d'un cœur gelé. Je me suis finalement levé du fauteuil, mes articulations protestant. La maison était d'un calme mortel. Ce n'était pas le calme paisible d'un dimanche matin, mais un silence agressif et vide qui semblait magnifier ma solitude. Chaque tic-tac de l'horloge était un coup de marteau contre mon crâne. Mon premier instinct, une pulsion primale ancrée en moi depuis 40 ans, était de réparer les choses, d'arrondir les angles, de m'excuser, même si je n'étais pas sûr de quoi. Peut-être d'avoir voulu être trop proche. Peut-être de les avoir trop aimés. J'ai trouvé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine. Son écran noir. Mes mains tremblaient en composant le numéro de Mathieu. Il a sonné 1 fois. 2 fois. 3 fois. Chaque sonnerie resserrant le nœud dans mon estomac. Puis, je suis tombée sur sa messagerie. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Mathieu Dubois. Laissez un message. Sa voix était enjouée. Professionnelle. La voix d'un étranger. Je ne pouvais pas parler. Que aurais-je dit? Bonjour. Mon fils. C'est l'étrangère qui t'a élevé? J'ai raccroché. La gorge serrée. Peut-être qu'un SMS était mieux. Moins conflictuel. Plus sûr. J'ai tapé et effacé plusieurs messages, mes pouces me semblant maladroits et lents. Finalement, j'ai opté pour quelque chose de simple. Mon chéri. Je suis tellement désolée pour hier soir. Je ne voulais pas vous contrarier. Appelle-moi quand tu pourras. Je t'aime. J'ai fixé le message. Les 3 simples mots à la fin semblant creux et faibles. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai posé le téléphone sur le comptoir comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. J'ai passé l'heure suivante à le regarder, le suppliant de s'allumer avec une réponse. J'ai nettoyé la cuisine avec des mouvements robotiques, jetant le magnifique bœuf bourguignon à la poubelle. Chaque morceau me semblant une partie de mon cœur. La tarte tatin non consommée a suivi. La cuisine était impeccable. Mais le vide en moi ne faisait que grandir. Finalement, le téléphone a vibré. Mon cœur a bondi d'un espoir désespéré et insensé. Je l'ai attrapé. Un nouveau message de Mathieu. Je suis occupée. Maman. On se parle plus tard. C'était tout. Pas de « je t'aime aussi ». Pas de « on en reparlera ». Pas d'excuse pour son silence. Pour la cruauté de sa femme. Juste quelques mots. Un renvoi. Une porte numérique claquée au nez. L'espoir qui avait vacillé en moi s'est éteint, laissant derrière lui une cendre froide et amère. Sophie m'avait traité d'étrangère. Et maintenant mon propre fils me traitait comme tel. Une étrangère gênante et agaçante. Les larmes que j'avais retenues toute la nuit sont enfin venues. Chaudes et irrépressibles. Je me suis effondrée à la table de la cuisine et j'ai pleuré. Non pas bruyamment, mais avec des sanglots profonds, silencieux, qui secouaient tout mon corps. J'ai pleuré pour mon mari, qui n'aurait jamais laissé cela arriver. J'ai pleuré pour le petit garçon qui pensait autrefois que j'étais le centre de l'univers. J'ai pleuré pour la femme que j'étais. Une femme qui avait un but. Une place. Une femme qui n'était pas une étrangère dans sa propre vie. Après un long moment, les larmes se sont calmées, me laissant épuisée et vidée. Je savais que je ne pouvais pas rester dans cette maison, dans ce silence étouffant. Une minute de plus. Il n'y avait qu'une seule personne vers qui je pouvais me tourner.
J'ai conduit les 10 minutes jusqu'à la maison de Chantal en pilote automatique. Mon esprit d'un vide miséricordieux. Chantal était ma meilleure amie depuis que nous étions de jeunes institutrices à l'école primaire de Clairefontaine. Elle me comprenait. Nous avions tout traversé ensemble, le mariage, la maternité et le deuil partagé et silencieux du veuvage. Elle a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Une tasse de café à la main. Un regard sur mon visage et son expression vive et joyeuse s'est transformée en inquiétude. Oh. Éléonore, dit-elle doucement. Entre tout de suite. Elle m'a conduite à son coin repas ensoleillé, rempli de plantes et de l'odeur du café fraîchement moulu. C'était tout le contraire de ma propre maison sombre et silencieuse. Elle ne m'a pas pressé de questions. Elle a juste posé une autre tasse devant moi, l'a remplie de café, et a attendu. Et puis, tout est sorti. L'histoire du dîner désastreux, mon offre pleine d'espoir et de naïveté, le rejet froid et clinique de Sophie, et le silence terrible et écrasant de Mathieu. Je lui ai dit le mot final. Fatal. Elle m'a traité d'étrangère? Chantal. Une étrangère. Et Mathieu l'a laissé faire. Chantal a écouté patiemment, sa main posée sur la mienne. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment, le front plissé par la réflexion. Je m'attendais à ce qu'elle dise les choses habituelles. Oh. Ils étaient juste stressés. Sophie ne le pensait pas. Mathieu reviendra vers toi. Mais Chantal n'a jamais été du genre à dire des platitudes. D'accord, a-t-elle dit. Sa voix ferme mais pas méchante. C'est horrible. Ce que Sophie a dit était cruel. Et Mathieu s'est comporté comme un lâche. Ta douleur est complètement, à 100%, légitime. J'ai ressenti une petite vague de soulagement. Elle me croyait. Elle comprenait. Mais, a-t-elle poursuivi, me regardant droit dans les yeux. Je vais te poser une question. Et je veux que tu sois honnête avec moi. Ces 40 dernières années, qui as-tu été? La question m'a prise au dépourvu. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai été moi. Éléonore Dubois. Non. A-t-elle dit en secouant doucement la tête. Ça, c'est ton nom. Je te demande qui tu as été. Tu as été la femme de Jean. Tu as été la mère de Mathieu. Tu as été la grand-mère de Léo et Mia. Tu as vécu toute ta vie au service de ces rôles. Et ce sont de merveilleux rôles. Éléonore, ne te méprends pas. Mais ils sont tous définis par d'autres personnes. Elle s'est penchée plus près. Son regard intense. Alors je te le redemande. Éléonore, tu as passé toute ta vie à vivre pour eux. Où? Dans tout ça? Y a-t-il une vie pour toi? Ces mots étaient comme une éclaboussure d'eau froide. J'ai ouvert la bouche pour argumenter. Pour me défendre. Pour énumérer toutes les choses que je faisais. Mon jardinage. Mon club de lecture. Mais même ces choses semblaient liées à ma famille. Je jardinais parce que Jean aimait ça. J'avais rejoint le club de lecture pour avoir quelque chose à raconter à Sophie. Chantal avait raison. J'avais construit toute mon identité sur les fondations de ma famille. Et maintenant que ces fondations avaient disparu, je n'étais rien. Un fantôme dans une maison pleine de souvenirs. Je ne sais pas. Ai-je admis? Les mots ayant le goût de l'échec. Exactement, a dit Chantal en me serrant la main. Tu ne sais pas. Et c'est terrifiant. Mais ça peut aussi être une opportunité. Mathieu et Sophie ont tracé une ligne dans le sable. Ils t'ont dit qui tu es pour eux. Maintenant,
C'est à toi de décider qui tu es pour toi-même. Elle s'est levée et s'est dirigée vers une bibliothèque encombrée. Qu'est-ce que tu aimais faire? Éléonore? Avant Jean. Avant Matthieu. Quand tu n'étais que Éléonore. Qu'est-ce qui faisait chanter ton cœur? J'ai dû réfléchir. Creuser dans des décennies de souvenirs. Je peignais. Ai-je dit faiblement. De l'aquarelle. Surtout des paysages. Des granges. Des champs. La rivière. Tu vois. Le visage de Chantal s'est illuminé. Tu adorais ça. Et tu étais doué. En plus. J'ai toujours cette peinture que tu as faite du vieux pont couvert. Elle est accrochée dans mon couloir. Elle est revenue à la table. Son énergie contagieuse. C'est par là que tu commences. Pas avec eux. Pas avec ce que tu as perdu. Tu commences avec ce que tu as oublié. Rentre chez toi. Éléonore. Monte dans ce grenier poussiéreux. Trouve tes vieilles peintures. Et crée quelque chose qui n'est que pour toi. En quittant la maison de Chantal. J'ai senti une minuscule et fragile étincelle de quelque chose qui n'était pas du désespoir. Ce n'était pas de l'espoir? Pas encore. C'était plus comme de la curiosité. L'idée était si étrangère. Faire quelque chose uniquement pour moi? Pas pour des éloges? Pas pour un cadeau? Pas pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Juste pour moi. Quand je suis rentrée à la maison semblait tout aussi vide. Mais mon but avait changé. Je n'errais plus sans but dans mon chagrin. J'avais une mission. Je suis allée au placard du couloir et j'ai tiré l'échelle pliante menant au grenier. L'air là-haut était épais de l'odeur du vieux bois, de la poussière et du temps lui-même. C'était un musée de la vie de ma famille. Des boîtes en carton étaient étiquetées de mon écriture soignée, papier d'école de Mathieu, CP, CM2, matériel de pêche de Jean, décoration de Noël. C'était un endroit difficile où être. Chaque objet était un souvenir. Un lien avec la vie qui venait d'être déclarée terminée. Dans le coin le plus éloigné, sous un drap jauni, je l'ai trouvé. Mon vieux chevalet en bois. Et à côté, une lourde boîte en bois. J'ai soufflé une couche de poussière sur le dessus et je l'ai ouverte. Ils étaient là. Mes pinceaux. Leurs poils raidis par l'âge. Ma collection de tubes d'aquarelle. Beaucoup d'entre eux durcis et craquelés. Mon papier. Jauni et cassant sur les bords. J'ai descendu le matériel. Non pas dans la cuisine lumineuse. Mais dans l'ancienne chambre de Mathieu. Elle avait été préservée. Presque parfaitement. Depuis son départ pour ses études. Ses trophées de foot étaient sur l'étagère. Ses posters étaient encore au mur. C'était mon sanctuaire de la maternité. J'ai installé le chevalet près de la fenêtre, qui donnait sur le jardin. La lumière de l'après-midi était douce et dorée. J'ai trouvé un tube de peinture bleue encore souple. J'en ai pressé une petite quantité sur une assiette en céramique. Et j'ai trempé un pinceau dans un pot d'eau. J'ai fixé la feuille de papier blanche et vierge. J'allais peindre le vieux chêne dans le jardin. Celui que Jean avait planté l'année de la naissance de Mathieu. Mais alors que je levais le pinceau, ma main s'est figée. Tout ce que je pouvais voir, c'était Mathieu enfant, grimpant à cet arbre. Je le voyais, lui et son père, construire une cabane dans ses branches. Je les voyais, lui et Sophie, prendre des photos sous cet arbre le jour de leur mariage. L'arbre n'était pas juste un arbre. C'était un monument à la famille que je n'avais plus. Le pinceau a tremblé dans ma main. L'aquarelle bleue a coulé sur le papier blanc immaculé. Une seule larme parfaite. Je ne pouvais pas le faire. Tout était un souvenir.
Tout était un rappel. Chantal avait tort. Il n'y avait pas de « moi » séparé d'eux. Ils n'avaient pas seulement fait partie de ma vie. Ils étaient ma vie. Et sans eux, j'étais aussi blanche et vide que le papier devant moi. Vaincue, j'ai laissé le chevalet debout dans la chambre de Mathieu comme une sentinelle solitaire. La seule larme bleue sur le papier blanc se moquait de moi. C'était le témoignage de mon échec à trouver une vie en dehors de ce que j'avais perdu. Les jours qui ont suivi se sont fondus dans un brouillard gris et monotone. Je me déplaçais dans ma maison comme un fantôme, accomplissant les tâches de la vie sans aucun sentiment. Je mangeais des tartines pour le dîner. Je laissais la télévision allumée pour le bruit. Mais je ne la regardais pas. Je ne répondais au téléphone que lorsque j'étais certaine que c'était Chantal. La maison, autrefois mon sanctuaire, a commencé à ressembler à une prison. Chaque objet murmurait une histoire d'un temps plus heureux. Le fauteuil usé où Jean s'asseyait. Le minuscule éclat sur une tasse à café datant du jour où Mathieu l'avait fait tomber enfant. Ces petits souvenirs matériels n'étaient plus réconfortants. C'étaient de minuscules poignards. Chacun une nouvelle piqûre de douleur. Ma maison était une archive d'une vie qui n'existait plus. Et j'en étais la conservatrice seule et endeuillée. Chantal appelait tous les jours. « Tu as peint quelque chose ?» demandait-elle. Sa voix pleine d'un encouragement doux. « Non. » répondais-je. Ma voix plate. « Je ne suis pas prête. »« D'accord. Éléonore » disait-elle, sans jamais insister. « Et une promenade ? Alors ? Les feuilles d'automne sont magnifiques en ce moment. » Je refusais toujours. L'idée de sortir, de voir d'autres familles, des gens heureux vivant leur vie intacte, était plus que je ne pouvais supporter. Mon chagrin me semblait intensément privé. Quelque chose de honteux qui devait être caché derrière mes rideaux tirés. Un après-midi, environ une semaine après le dîner, j'ai décidé que le désordre faisait partie du problème. Si ma maison était un musée, je devais commencer à ranger certaines des expositions. J'ai commencé par la cabane de jardin. Un endroit que je n'avais pas touché depuis des années. Elle était remplie de choses pas assez précieuses pour le grenier mais trop sentimentales pour être jetées, de vieux meubles de jardin. Le premier vélo rouillé de Mathieu. Des outils de jardinage cassés que Jean avait toujours eu l'intention de réparer. Si je pouvais juste dégager un petit espace. Me suis-je dit. Je pourrais ressentir une once de contrôle sur ma propre vie. J'ai enfilé une paire de vieux gants de jardinage et je me suis mise au travail. C'était poussiéreux. Et les araignées avaient revendiqué chaque recoin. En déplaçant une pile de vieux pots en terre cuite, je l'ai aperçu. Un vieil escabeau en bois, caché derrière une tondeuse à gazon. Il y avait une haute étagère au fond de la cabane qui contenait des boîtes de vieux magazines et journaux. Ils étaient lourds, jaunis et inutiles. S'en débarrasser me semblait un objectif bon. Solide et réalisable. J'ai sorti l'escabeau. C'était un des escabeaux de Jean. Un peu bancal. Mais je l'avais vu l'utiliser 100 fois. Je l'ai ouvert. Le vieux bois gémissant en protestation. Il semblait assez stable. J'ai monté la première marche. Puis la deuxième. Tendant la main vers la boîte la plus lourde dans le coin de l'étagère. Mes doigts ont agrippé le carton poussiéreux. Il était plus lourd que je ne le pensais. J'ai tiré. La boîte n'a pas bougé au début. Puis elle a glissé soudainement. Et ce faisant, mon monde a basculé. Un des pieds de l'escabeau, affaibli par des années d'humidité et d'inutilisation, a cédé avec un craquement écœurant. La secousse soudaine m'a fait perdre l'équilibre. Pendant une seconde horrible et en apesanteur, j'étais suspendu dans les airs. La boîte de vieux papier a dégringolé avec moi.
J'ai tendu les bras. Un geste inutile et instinctif pour amortir ma chute. J'ai atterri lourdement sur le sol en béton. Ma tête a heurté le pied de la tondeuse avec un bruit sourd et résonnant qui a semblé vibrer dans tout mon crâne. Une douleur aveuglante et brûlante a traversé ma cheville gauche. J'ai crié. Un son sec et rauque qui a été immédiatement avalé par les confins encombrés de la cabane. Puis, tout est devenu noir. Je ne sais pas combien de temps je suis restée inconsciente. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Quand j'ai repris connaissance, le monde est revenu à la conscience lentement, douloureusement. La première chose dont j'ai été consciente, c'est la douleur. Ma tête battait d'une douleur profonde et pulsante. Ma cheville était en feu. Une agonie aiguë et implacable qui me coupait le souffle. Le crépuscule était tombé. La seule lumière dans la cabane était un unique rayon poussiéreux qui filtrait à travers la fenêtre sale, illuminant une scène chaotique de magazines éparpillés et ma propre forme étendue. L'air était froid et sentait la terre humide et la rouille. J'ai essayé de me redresser. Mais une vague de vertige m'a submergée, si intense qu'elle m'a donné la nausée. Je suis retombée, ma tête heurtant à nouveau le béton, plus doucement cette fois. La panique, froide et vive, a commencé à s'infiltrer aux abords de mon esprit embrumé par la douleur. J'étais blessée. J'étais seule. Personne ne savait où j'étais. Chantal supposerait que j'ignorais simplement ses appels à nouveau. Mathieu. Un rire amer m'a échappé, se transformant en un grognement de douleur. Mathieu ne remarquerait même pas mon absence. Il était trop occupé. Il avait sa propre famille. À l'aide? Ai-je murmuré? Le mot un râle sec dans ma gorge. Quelqu'un? Aidez-moi. Ma voix était pathétique. Un son minuscule dans le silence vaste et indifférent du soir. Les maisons de mon quartier étaient éloignées les unes des autres, séparées par de grands jardins et de vieux arbres. Personne ne m'entendrait. Je devais atteindre un téléphone. Mon portable était à l'intérieur, sur le comptoir de la cuisine. La maison semblait à des kilomètres. Serrant les dents contre le feu dans ma cheville, j'ai essayé de bouger. Je me suis appuyée sur mes coudes, mes bras tremblants sous l'effort. Le monde tournait violemment. J'ai fermé les yeux, pris quelques profondes respirations et attendu que ça se calme. Puis, j'ai commencé à ramper. Ce fut le voyage le plus atroce de ma vie. Chaque mouvement envoyait une nouvelle décharge de douleur dans ma cheville et ma tête. Je me suis traînée dans la saleté et les toiles d'araignée sur le sol de la cabane. Ma jambe gauche inutile traînant derrière moi. Ma chemise de nuit s'est déchirée sur un clou. Des échardes se sont plantées dans les paumes de mes mains. Mais j'ai continué. Alimentée par une peur primale d'être laissée pour morte seule dans le noir. Il a fallu une éternité pour atteindre la porte de la cabane. J'ai tâtonné la poignée rouillée, mes doigts glissant de sueur et de saleté. Elle a finalement grincé en s'ouvrant. L'air frais de la nuit a frappé mon visage. Un soulagement bienvenu. La lumière de la terrasse arrière était allumée. Un petit phare plein d'espoir dans l'obscurité. Elle n'était qu'à une dizaine de mètres. Autant dire la lune. Je me suis sortie de la cabane et j'ai commencé à traverser l'herbe humide. Le voyage a été une lente et tortueuse reptation. Des brins d'herbe se collaient à mes joues. Une petite pierre s'est enfoncée dans mon genou. J'ai fixé la lumière de la terrasse, en faisant mon seul but. Ne pense pas à la douleur. Ne pense pas à Mathieu. Ne pense pas à être une étrangère. Atteins juste la lumière. Quand ma main a finalement touché le bois froid de la première marche de la terrasse, un sanglot de pur soulagement s'est échappé de mes lèvres. J'y étais presque. J'ai hissé mon corps sur la première marche. Puis la deuxième. Mes bras criaient de protestation.
Mes muscles brûlaient. Je me suis finalement effondrée sur la terrasse. Ma joue pressée contre le bois rugueux et peint. La porte arrière était verrouillée. Bien sûr qu'elle l'était. Je la verrouillais toujours. Pendant un instant, un désespoir pur et total m'a envahi. J'avais fait tout ce chemin pour être vaincu par une simple serrure. J'allais mourir ici, sur ma propre terrasse, à quelques pas de la sécurité. J'ai fermé les yeux, prête à abandonner. Mais alors, un souvenir a refait surface. Jean. Il avait l'habitude de cacher une clé de rechange sous le grand pot de fleurs en forme de grenouille à côté de la porte. En cas d'urgence. Éléonore, avait-il dit avec un clin d'œil. On ne sait jamais. Oh. Jean. Même maintenant. Tu prends soin de moi. Avec une détermination renouvelée. J'ai parcouru les derniers centimètres jusqu'au pot de fleurs. Mes doigts ont gratté dans la terre froide et humide en dessous. Et puis je l'ai senti. La forme fraîche et familière d'une clé. Mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 3 essais pour mettre la clé dans la serrure. Quand j'ai finalement entendu le clic du peigne qui tournait, j'ai presque pleuré de gratitude. J'ai poussé la porte et je suis à moitié tombée. À moitié rampée dans ma propre cuisine. J'étais à la maison. J'étais en sécurité. Mais le voyage n'était pas terminé. Le téléphone était au mur. Un vieux téléphone fixe. Une relique d'une autre époque dont je ne m'étais jamais débarrassée. C'était mon seul lien vers l'aide. Je me suis traînée sur le sol en linoléum, laissant une traînée de saleté et de crasse dans mon sillage. En utilisant une chaise de cuisine, je me suis redressée. Ma vision devenant grise sur les bords à cause de la douleur et de l'effort. Mes doigts tremblaient en composant les 3 chiffres que je n'avais jamais. En 65 ans. Imaginez devoir appeler pour moi-même. 1. 2. Une voix calme et professionnelle a répondu immédiatement. Service d'urgence. J'écoute. J'ai ouvert la bouche. Mais tout ce qui est sorti fut un sanglot étranglé. Madame? Vous êtes là? Quelle est votre urgence? J'ai pris une inspiration tremblante. Je suis tombée? Ai-je réussi à dire? Ma voix se brisant. Je crois que ma jambe est cassée. Et ma tête. Ce moment fut une révélation profonde et terrifiante. Pendant toute ma vie d'adulte, mon contact d'urgence, la première personne que j'appellerais en cas de crise, était ma famille. D'abord Jean, puis Mathieu. Mais ce soir, alors que je m'accrochais au mur de ma cuisine en pleine agonie, la personne que j'ai appelée à l'aide était une parfaite inconnue. C'était une confirmation brutale et physique de ce que Sophie avait dit. Au moment de mon plus grand besoin, ma famille n'était pas là. J'étais totalement, terriblement seule. Et je devais compter sur la gentillesse d'inconnus pour me sauver. Cette prise de conscience était aussi douloureuse que n'importe laquelle de mes blessures physiques. Les ambulanciers étaient gentils et efficaces. Ils parlaient d'un ton calme et rassurant pendant qu'ils évaluaient mes blessures, immobilisant soigneusement ma cheville enflée et décolorée et vérifiant mes pupilles avec une petite lampe de poche. Ils m'ont posé des questions auxquelles je pouvais à peine répondre. Mon nom. Mon âge. Quel jour on était? Je crois que j'ai bien répondu. Le monde était encore penché. Les bords flous et indistincts. Être soulevé sur le brancard et sorti de ma propre maison était une expérience surréaliste. Je voyais ma vie sous un nouvel angle étrange. Le plafond avec la légère tache d'humidité que j'avais toujours eu l'intention de repeindre. L'horloge du couloir. Son pendule se balançant silencieusement. Marquant le temps sans moi. J'étais un objet passif retiré de la scène de ma vie.
Alors qu'il me transportait dans les lumières vives et clignotantes de l'ambulance, j'ai ressenti un profond sentiment de détachement. Comme si je regardais un film sur quelqu'un d'autre. L'hôpital était un flou de murs blancs, d'odeurs antiseptiques et de voix pressées. J'ai été déplacé de l'ambulance à un lit aux urgences. Un petit box fermé par un rideau qui est devenu mon univers entier. Infirmières et médecins allaient et venaient. Une procession d'inconnus en blouse. Ils ont pris ma tension. M'ont posé une perfusion dans la main et m'ont emmené pour des radiographies qui ont confirmé ce que le feu dans ma cheville savait déjà, une fracture nette du péroné. Un médecin au visage bienveillant et aux yeux fatigués est venu à mon chevet pour m'annoncer les nouvelles concernant ma tête. Vous avez une commotion cérébrale modérée ? Madame Dubois, a-t-il expliqué. Sa voix douce. Nous devons vous garder en observation pour la nuit. Nous devrons également contacter un membre de votre famille. Qui devons-nous appeler ? La question que j'avais redoutée. Ma gorge s'est nouée. Un instant. J'ai été tentée de dire qu'il n'y avait personne. Cela semblait vrai. Mais la partie responsable et maternelle de moi, celle qui avait été aux commandes si longtemps, savait que c'était la chose à faire. S'il arrivait quelque chose de pire, Mathieu avait le droit de savoir. Mon fils. Ai-je murmuré ? Ma voix rauque. Mathieu Dubois. J'ai donné son numéro à l'infirmière, ressentant une nouvelle vague de honte. Il allait être arraché à son dîner, au bain de ses enfants, à sa vie importante et bien remplie, pour s'occuper de sa mère maladroite et encombrante. J'étais exactement ce dont Sophie m'avait accusé d'être, un problème à résoudre. J'ai dû m'assoupir après ça, bercé dans un sommeil superficiel et douloureux par les médicaments qu'il m'avait donnés. Quand j'ai rouvert les yeux, ils étaient là. Mathieu et Sophie, debout au pied de mon lit. Le visage de Mathieu était un mélange d'émotions contradictoires. Je pouvais voir l'inquiétude sincère dans ses yeux, la pâleur de sa peau sous les dures lumières fluorescentes. Mais je pouvais aussi voir l'épuisement, la frustration profonde et harassante d'un homme à qui l'on venait de confier une crise de plus qu'il n'avait pas la capacité de gérer. L'expression de Sophie était moins compliquée. C'était un masque de préoccupation polie. Mais ses yeux étaient vifs, analytiques. Elle ne me regardait pas. Elle évaluait une situation. Son regard passait de la poche de perfusion au moniteur à côté de mon lit, au plâtre volumineux sur ma jambe, calculant le coût, les inconvénients, le pur cauchemar logistique de tout cela. Maman, dit Mathieu, la voix basse. Mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis tombée, ai-je dit simplement. Il était inutile d'expliquer les détails. L'escabeau. La tentative insensée de nettoyer la cabane. Cela ne ferait que paraître pathétique. Dans la cabane de jardin. La cabane ? Qu'est-ce que tu faisais là-dedans ? Demanda-t-il. Une pointe d'exaspération dans le ton. Sophie s'avança, posant une main sur le bras de Mathieu. Un geste à la fois de soutien et de retenue. L'important, c'est que tu ailles bien. Éléonore, dit-elle. Sa voix douce et professionnelle. Nous étions si inquiets quand l'hôpital a appelé. Le mensonge était si flagrant, si évident, que c'en était presque insultant. Ils n'étaient pas inquiets pour moi. Ils étaient inquiets de ce que cela signifiait pour eux. Le médecin a dit que j'ai une commotion et une cheville cassée. Leur ai-je dit, observant leur visage pour une réaction. Mathieu grimaça. Une cheville cassée ? Oh. Maman. Combien de temps tu vas avoir un plâtre ? 6 semaines. Peut-être plus ? Ai-je dit. Et je ne peux pas poser le pied par terre. Les implications de cette déclaration pesaient lourdement dans l'air.
6 semaines d'impuissance. 6 semaines de besoin de soins. J'ai vu le calcul silencieux se faire en temps réel sur le visage de Sophie. 6 semaines de projets annulés? De travail supplémentaire? De leur emploi du temps précieux et soigneusement construit jeté dans le chaos. Eh bien? Dit Sophie, brisant le silence tendu d'un ton vif et professionnel. Nous devrons alors prendre des dispositions. J'appellerai votre mutuelle dès demain matin pour voir quel type d'aide à domicile est couvert. Il y a d'excellents services de soins infirmiers dans la région. Nous pourrons probablement faire venir quelqu'un quelques heures par jour pour vous aider avec les repas et les soins personnels. Elle a dit « soins personnels » avec une légère grimace presque imperceptible. La pensée d'une étrangère me faisant ma toilette, m'aidant à m'habiller. C'était une violation que je n'avais même pas envisagée. Mais ce n'était rien comparé à la violation d'entendre ma belle-fille planifier ma vie comme si j'étais un dossier difficile sur son bureau. Mathieu, à son honneur, semblait mal à l'aise. Ou peut-être qu'elle pourrait rester avec nous un petit moment? A-t-il suggéré? Bien que sa voix manque de conviction. Il n'a pas regardé Sophie en le disant. Sophie se tourna vers lui. Son sourire crispé. Chérie, sois réaliste. Notre maison n'est pas adaptée pour ça. La chambre d'amis est à l'étage. Comment ferait-elle pour aller à la salle de bain? Et avec ta charge de travail? Et mes dossiers? Ce n'est tout simplement pas pratique. La meilleure chose pour ta mère est d'avoir des soins professionnels dans sa propre maison? Où elle est à l'aise. Où elle ne nous dérange pas. Ai-je pensé? Les mots n'étaient pas prononcés. Mais je les ai entendus aussi clairement que si elle les avait criés. Ils n'ont jamais offert le simple réconfort humain dont j'avais envie. Personne n'a dit, ne t'inquiète pas. Maman. On s'occupera de toi. Personne ne m'a tenu la main. Mathieu gardait une distance de sécurité au pied du lit. Pris entre sa culpabilité et le pragmatisme inflexible de sa femme. La conversation s'est poursuivie autour de moi. Comme si je n'étais même pas là. Ils ont parlé de location de matériel médical, de rendez-vous de kinésithérapie, de récupération d'ordonnances. Leur voix était un murmure bas et anxieux. La bande-son de ma propre obsolescence. Je n'étais plus une personne. J'étais un projet. Un projet compliqué. Coûteux et profondément gênant. J'ai senti une étrange clarté s'installer en moi. Perçant le brouillard de la douleur et des médicaments. La chute avait été un choc physique. Mais ceci. C'était un choc spirituel. Je voyais mes enfants, mon fils et la femme qu'il avait choisi sans illusion. L'amour que je leur avais versé pendant des décennies n'avait pas créé un lien. Il avait créé un sentiment d'obligation. Et cette obligation était maintenant pesée, mesurée et jugée insuffisante. Ils feraient leur devoir. Ils prendraient les dispositions. Mais ils le feraient avec ressentiment. Pas avec amour. Et à long terme? Disait Sophie. Sa voix prenant un ton plus sérieux. Nous devons vraiment envisager d'autres options. Un endroit avec des capacités d'assistance à la vie pourrait être le choix le plus responsable. Il y a une très belle résidence senior. Les jardins sereins. Juste à l'extérieur de la ville. J'ai un collègue dont la mère y est. Ils ont d'excellentes commodités. Les jardins sereins. Ça sonnait comme un endroit où l'on envoie un vieux cheval pour mourir. Les mots qu'elle avait prononcés au dîner résonnaient dans mon esprit. Tu es une étrangère à notre nouvelle vie. J'ai finalement compris ce qu'elle voulait dire. Il construisait un avenir. Et dans cet avenir, il n'y avait pas de place pour une mère cassée et vieillissante. J'étais une relique du passé. Un vieux meuble qui ne correspondait plus au décor. Et il discutait déjà de la meilleure façon de me mettre au débarras. J'ai fermé les yeux, feignant de dormir. Je ne pouvais plus supporter de les regarder.
Je ne pouvais plus supporter de voir le mélange de pitié et d'agacement sur le visage de mon fils, ou l'efficacité froide et détachée dans les yeux de ma belle-fille. J'ai écouté leur chuchotement pendant quelques minutes de plus. Puis j'ai entendu leurs pas s'éloigner. On reviendra demain matin. Maman, a dit doucement Mathieu depuis le seuil. Essaie de te reposer. Je n'ai pas répondu. Je suis restée là. Dans le silence stérile de la chambre d'hôpital. Le bip rythmé du moniteur pour seule compagnie. La douleur physique dans ma tête et ma cheville était une douleur sourde et lointaine comparée à l'agonie vive et cuisante dans mon cœur. Il reviendrait le matin. Pas avec de l'amour, mais avec un plan. Un plan pour me gérer. Un plan pour contenir le problème que j'étais devenue. Et à ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais pas les laisser faire. Ma vie, aussi brisée et malmenée soit-elle, était toujours la mienne. Et je ne les laisserais pas me ranger dans une boîte, aussi jolie soit l'étiquette. Je suis restée éveillée le reste de la nuit, fixant les dalles perforées du plafond, mon esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. La douleur physique était une présence constante et lancinante, mais elle me servait d'encre, me maintenant ancrée dans la dure réalité du moment. La douleur émotionnelle, cette douleur profonde et écrasante du rejet, se transformait. Le chagrin était toujours là. Une pierre massive et lourde dans ma poitrine. Mais autre chose grandissait autour, une colère dure et froide. C'était une colère que je ne m'étais jamais autorisée à ressentir auparavant. J'avais toujours été la pacificatrice, l'accommodante, celle qui arrondissait les angles et ravalait ses propres sentiments pour le bien de l'harmonie familiale. Mais il n'y avait plus d'harmonie à sauver. Ils avaient brûlé le pont et m'avaient laissé de l'autre côté. Ma colère n'était pas chaude et explosive. C'était une rage silencieuse et glaciale. C'était la colère d'une femme qui avait finalement, brutalement, été forcée de voir sa propre valeur en la voyant si complètement méprisée. Il me pensait fragile. Il voyait une vieille femme brisée. Un problème à gérer. Ils organisaient déjà ma vie en boîte nette et pratique, aide à domicile, kinésithérapie, les jardins sereins. Ils avaient pris ma chute non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité de m'écarter enfin de leur chemin. Une infirmière est entrée à l'aube pour vérifier mes constantes. C'était une jeune femme avec un sourire aimable et des mains douces. « Comment vous sentez-vous ce matin ? Éléonore ? » a-t-elle demandé. Son badge indiquant « Chloé ». Je me sens lucide, ai-je dit. Et les mots m'ont surprise par leur vérité. Elle a souri. Le médecin passera bientôt pour discuter de votre plan de sortie. Mon plan de sortie. Leur plan de sortie. Celui que Mathieu et Sophie avaient déjà commencé à concevoir. J'ai pris une décision à ce moment-là. Une décision née de la douleur, de la colère et d'un désir soudain et féroce de survie. Ma vie n'était pas un problème logistique à résoudre pour eux. Elle était à moi. Les choix à partir de maintenant seraient les miens. Quand Mathieu et Sophie sont arrivés quelques heures plus tard, j'étais prête. J'avais appuyé sur le bouton pour relever la tête de mon lit. Et bien que je porte une blouse d'hôpital fragile et que mes cheveux soient en désordre, je me sentais plus puissante que je ne l'avais été depuis des décennies. Ils sont entrés avec des gobelets de café. L'air de se diriger vers une négociation commerciale difficile mais nécessaire. Sophie avait un bloc-notes et un stylo. Cette vision m'a presque fait rire. « Bonjour. Éléonore. » dit-elle. Son ton vif et professionnel. « Avez-vous bien dormi ? » Non. Ai-je répondu ? Ma voix stable. Je réfléchissais. Nous avons été au téléphone toute la matinée. A commencé Mathieu. L'air fatigué mais déterminé à être utile.
Sophie a une liste d'agences d'aide à domicile agréées. Et j'ai regardé les options de location pour un lit médicalisé. Nous pensons qu'il serait préférable de l'installer dans le salon en bas. Pour que tu n'aies pas à te soucier des escaliers. Ils avaient tout prévu. Mon salon, le cœur de ma maison, allait être transformé en chambre de malade. Ma vie allait être médicalisée, planifiée et supervisée par des étrangers payés. J'ai levé la main. Un geste simple qui les a réduits au silence tous les deux. Ils m'ont regardé. Surpris. Je ne les avais jamais interrompus auparavant. Merci d'être venu. Ai-je dit. Ma voix calme et égale. J'ai regardé directement Mathieu. Puis j'ai déplacé mon regard vers Sophie. Et merci pour toute la réflexion que vous avez mise là-dedans. Mais votre aide ne sera pas nécessaire. Mathieu a froncé les sourcils de confusion. Maman. De quoi tu parles? Tu ne peux pas prendre soin de toi. Ta jambe est cassée. Je suis consciente de mes limitations physiques actuelles. Mathieu. Ai-je dit. La formalité de mon ton créant une distance entre nous. Mais je peux. Et je vais. Prendre soin de moi. Le masque poli de Sophie a glissé. Une lueur d'impatience a traversé son visage. Éléonore. Ce n'est pas le moment d'être fière ou têtue. C'est une situation sérieuse. Vous avez besoin d'une aide professionnelle. Je suis d'accord. Ai-je dit. Et je l'organiserai moi-même. J'engagerai qui j'aurai besoin. Quand j'en aurai besoin. Je déciderai de quel équipement j'ai besoin et où il ira dans ma propre maison. Ce seront mes décisions. J'ai pris une inspiration, rassemblant mes forces pour ce que je devais dire ensuite. J'ai regardé mon fils, le garçon que j'avais élevé, et j'ai ressenti une pointe de chagrin pour l'homme qu'il était devenu. Mais le chagrin a été submergé par le besoin de protéger ce qui restait de moi-même. Dimanche dernier, ai-je dit. Ma voix inébranlable. Vous avez tous les deux rendu votre position très claire. Vous avez votre propre famille. Votre propre vie. Vous m'avez dit que j'étais une étrangère à cette vie. Mathieu a tressailli. La couleur quittant son visage. Il a baissé les yeux vers le sol. Incapable de croiser mon regard. Sophie. Cependant, a soutenu mon regard. Son expression illisible mais provocante. Vous aviez raison. Ai-je poursuivi. M'adressant directement à elle maintenant. J'étais une étrangère. J'étais étrangère à vos pressions. À vos ambitions. Aux règles de votre nouveau monde. Mais vous étiez aussi des étrangers pour moi. Je n'ai pas reconnu la froideur dans votre cœur. Sophie. Et Mathieu. Je me suis retournée vers mon fils. Je n'ai pas reconnu ta faiblesse. Les mots étaient brutaux. Mais ils étaient vrais. Et la vérité, je le découvrais, était une chose libératrice. Alors à partir de maintenant, nous agirons comme le font les étrangers. Avec respect et avec des limites. Ma maison est la mienne. Ma vie est la mienne. Je ne serai pas un fardeau pour vous. Parce que je ne ferai plus partie de votre équation quotidienne. Je me retire de ce rôle. Mathieu avait l'air complètement anéanti. Maman. Non. Ce n'est pas nous sommes ta famille. L'êtes-vous? Ai-je demandé? Une vraie question. La famille ne vous fait pas sentir comme un problème à résoudre. La famille ne discute pas de vous placer dans une maison de retraite pendant que vous êtes sur un lit d'hôpital. La famille est présente. Pas avec des blocs-notes et des plans, mais avec de l'amour. Avec du réconfort. Avec une main à tenir. Silence. Un silence épais et lourd a rempli la petite pièce.
Le visage de Sophie était maintenant un masque de colère tendue. Elle avait été défiée. Son autorité sapée. J'avais refusé de jouer le rôle qu'elle m'avait assigné. Je vois, dit-elle, sa voix dégoulinant de glace. C'est donc comme ça que ça va se passer. Vous allez nous couper les ponts. Après tout ce que nous... Tout ce que vous quoi? Sophie. L'ai-je interrompu? Ma voix vive pour la première fois. Tout ce que vous avez fait pour moi? Ou tout ce que j'ai fait pour vous? Pour Mathieu? Pour cette famille? Toute ma vie? Elle n'avait pas de réponse. Je me suis adossée à l'oreiller, ressentant un profond sentiment d'épuisement, mais aussi un sentiment de libération. Je l'avais dit. J'avais dit la vérité qui avait suppuré en moi. J'avais tracé ma propre ligne dans le sable. J'aimerais que vous partiez maintenant, ai-je dit doucement. Le médecin et moi allons régler mon plan de sortie. J'appellerai un taxi pour me ramener à la maison. Je vais m'en occuper. Mathieu avait l'air sur le point de s'effondrer. Les larmes lui sont montées aux yeux. Maman. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Ces excuses, enfin offertes, semblaient arriver des années trop tard. C'était un pansement pour une blessure mortelle. Je sais que tu le es, Mathieu, ai-je dit. Et ma voix s'est adoucie avec une lueur de l'amour maternel qui ne mourrait jamais vraiment. Mais être désolé ne suffit pas pour l'instant. Pour l'instant, j'ai besoin d'apprendre à être seule. Tu dois me laisser faire. Il est resté là un long moment. Déchiré et brisé. Sophie. Cependant, en avait assez. Elle a attrapé son sac à main. Ses mouvements vifs et coléreux. Très bien, a-t-elle lancé. Si c'est ce que vous voulez. Ne venez pas nous appeler quand vous réaliserez que vous ne pouvez pas vous en sortir. Elle a attrapé le bras de Mathieu et l'a tiré vers la porte. Allons-y. Mathieu. Il m'a jeté un dernier regard désespéré par-dessus son épaule. Un regard qui disait 1000 choses qu'il n'avait pas le courage de dire. Puis il s'est tourné et a suivi sa femme hors de la chambre, me laissant seule une fois de plus. Mais cette fois, la solitude était différente. Ce n'était pas le vide solitaire et désolé d'avant. C'était un espace. Un espace calme, propre et vide qui était maintenant à moi de remplir. J'avais reconquis ma vie. Je ne savais pas ce que j'allais en faire. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. J'étais terrifiée. Mais pour la première fois depuis cet horrible dîner du dimanche, je n'étais pas seulement une victime des circonstances. J'étais l'architecte de mon propre avenir. Cheville cassée, commotion cérébrale, et tout le reste. Rentrer de l'hôpital fut une épreuve. Le chauffeur de taxi, un homme costaud au visage aimable, m'a aidé à parcourir le trajet du trottoir de l'hôpital à ma porte d'entrée avec une paire de béquilles maladroites. Chaque saut était un rappel discordant des nouvelles limites de mon corps. Mais lorsqu'il a refermé la porte derrière moi, me laissant seul dans mon propre couloir, le silence qui m'a accueilli n'était pas menaçant. Il était paisible. C'était le son d'une page blanche. La maison était exactement comme les ambulanciers l'avaient laissée, la traînée de saleté sur le sol de la cuisine, la chaise de travers, la légère odeur persistante d'antiseptique. Au lieu de la voir comme une scène de traumatisme, je l'ai vue comme le point de départ de ma nouvelle vie. C'était le premier jour. Mon premier appel n'a pas été pour une agence d'aide à domicile, mais pour Chantal. Éléonore. J'étais si inquiète. J'ai appelé et rappelé. Sa voix était un torrent de soulagement paniqué. Je suis à la maison, ai-je dit.
Ma voix se brisant d'un mélange d'épuisement et d'émotion. Chantal. J'ai besoin de ton aide. Elle est arrivée en 15 minutes. Sa voiture s'arrêtant brusquement dans mon allée. Quand elle m'a vue, pâle et meurtrie, appuyée sur des béquilles au milieu de ma cuisine, son visage s'est décomposé. Elle m'a serré dans ses bras avec précaution, sa chaleur contrastant vivement avec la distance froide de ma propre famille. Je lui ai tout raconté. La chute, l'hôpital, la conversation avec Mathieu et Sophie, ma déclaration finale et terrifiante d'indépendance. Elle a écouté. Son expression passant de l'horreur à l'indignation, puis à une fierté féroce et ardente. Bravo. Éléonore, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Sa voix résonnant de conviction. C'est la chose la plus difficile que tu aies jamais eu à faire. Et je n'ai jamais été aussi fière de toi. L'amitié de Chantal est devenue ma bouée de sauvetage durant ces premières semaines. Elle n'était pas une infirmière ou une servante. Elle était une partenaire. Elle m'a aidé à nettoyer la maison, m'a apporté des courses et m'a conduite à mes rendez-vous de suivi. Mais plus important encore, elle m'a aidé à élaborer mon plan, pas celui de Sophie. Ensemble, nous avons trouvé un kinésithérapeute, une femme pragmatique nommée Maria qui me poussait durement mais célébrait chaque petite victoire. Nous avons engagé une lycéenne du quartier, une gentille fille nommée Amélie, pour venir quelques heures après l'école pour aider au ménage et à la préparation des repas. Amélie n'était pas une aide-soignante professionnelle. C'était une aide que je payais de mes propres économies. Une personne que j'avais choisi de laisser entrer chez moi. La distinction était essentielle. Je n'étais pas une patiente dans ma propre maison. J'étais l'employeur. J'étais aux commandes. Le changement le plus significatif, cependant, a eu lieu dans l'ancienne chambre de Mathieu. Avec l'aide de Chantal, j'ai déplacé son lit et son bureau au grenier. Nous avons emballé ses trophées de football et ses posters délavés. Ce fut un après-midi émouvant. Chaque objet était un souvenir. Un morceau du garçon que j'avais aimé si farouchement. Mais je ne l'effaçais pas. Je reconnaissais simplement que son enfance était terminée. Sa chambre ne pouvait plus être un sanctuaire. À sa place, nous avons installé mon vieux chevalet près de la fenêtre. Nous avons racheté de nouvelles peintures aquarelles des couleurs vives et éclatantes et du papier frais et épais. La pièce n'était plus la chambre de Mathieu. C'était mon atelier. La première semaine, je suis juste restée assise là, à m'habituer à l'espace. Je regardais la lumière changer. Je regardais les écureuils se poursuivre dans le vieux chêne du jardin. L'arbre ne me rendait plus triste. Ce n'était plus un monument à une famille perdue. C'était juste un arbre. Beau et fort. Ses branches s'étendant vers le ciel. Que quelqu'un regarde ou non. Puis un jour, j'ai pris un pinceau. Je n'ai pas essayé de peindre l'arbre. Je n'ai pas essayé de peindre quoi que ce soit de reconnaissable. J'ai juste trempé le pinceau dans une nuance brillante de jaune et l'ai posé sur le papier. Puis est venue une touche de bleu profond. Puis un orange ardent. J'ai peint des sentiments. Pas des objets. J'ai peint l'agonie aiguë de ma chute. Le gris froid de ma solitude. La braise ardente de ma colère. Et le jaune surprenant et ensoleillé de ma nouvelle liberté. La page était un désordre de couleurs. Chaotique et émotionnel. Mais c'était à moi. À partir de ce jour, j'ai peint tous les après-midi. Mes compétences étaient rouillées. Mais elles sont revenues lentement. J'ai peint la vue de ma fenêtre. Le vase de fleurs que Chantal m'avait apporté. La façon dont la lumière frappait les grains de poussière dans mon salon. Je ne créais pas seulement des images. Je créais une nouvelle façon de voir le monde.
Un monde où j'étais le personnage principal? Pas un second rôle. J'ai commencé une nouvelle routine. Les matins étaient consacrés à mes exercices de kinésithérapie. Des mouvements lents et douloureux qui reconstruisaient progressivement ma force. Les après-midi étaient pour la peinture. Les soirées pour lire des livres de la bibliothèque. Des livres que je choisissais. Pas des livres de la liste de best-sellers approuvés par Sophie. Mon monde, qui m'avait semblé si caverneusement vide, a commencé à se remplir de mes propres choix. De mes propres intérêts. C'était un monde plus petit. Plus calme. Mais il était infiniment plus authentique. Mathieu a essayé d'appeler. Les premières fois. Son numéro s'affichait sur mon téléphone. Et mon estomac se serrait d'un mélange familier d'espoir et d'appréhension. Je laissais sonner jusqu'à la messagerie à chaque fois. Ces messages étaient guindés et pleins de culpabilité. Maman. J'appelle juste pour savoir comment tu vas. J'espère que tu vas bien. S'il te plaît. Fais-moi juste savoir que tu vas bien. Je savais que répondre me ramènerait directement dans l'ancienne dynamique. Il voulait l'absolution. Un moyen d'apaiser sa propre conscience. Il voulait que je dise, c'est bon. Mon fils. Je te pardonne. J'ai encore besoin de toi. Et je ne pouvais pas. Pas encore. Peut-être jamais de la même manière. La confiance était trop profondément brisée. Le pardon était un pays lointain que je n'avais pas encore trouvé sur une carte. Alors, je lui ai envoyé un SMS. De la même manière qu'il m'avait un jour congédié. Je me débrouille. Merci de prendre de mes nouvelles. C'était poli. C'était distant. C'était le langage des étrangers. C'était la limite que je m'étais promise de faire respecter. Un samedi. Environ un mois après ma chute. Chantal m'a convaincue de l'accompagner au marché des artisans sur la place de la ville. J'étais nerveuse à l'idée de naviguer dans la foule avec mes béquilles. Mais la pensée de voir l'art d'autres personnes était exaltante. La place grouillait de vie. Des familles riaient. Des enfants couraient sur l'herbe. Et des artistes se tenaient fièrement à côté de leur création. J'ai ressenti une pointe de mon ancienne solitude en regardant les familles. Mais c'était différent maintenant. C'était une douleur sourde. Pas une blessure béante. J'étais une observatrice. Ne souhaitant plus désespérément faire partie de leur tableau. J'étais occupée à créer le mien. J'admirais une belle série d'aquarelles de paysages quand une petite voix a prononcé mon nom. Mamie. Je me suis retournée. C'était Léo et Mia. Ils se tenaient à quelques mètres. Tenant des cornets de glace. Leurs yeux grands ouverts d'un mélange de surprise et d'incertitude. Et derrière eux, l'air profondément mal à l'aise, se tenait Mathieu. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. C'était la première fois que je les voyais depuis l'hôpital. Les enfants semblaient avoir grandi d'1 centimètre. Mathieu semblait avoir vieilli de 5 ans. Sophie n'était nulle part en vue. Mamie. Ta jambe. A dit Mia. En montrant mon plâtre. Je sais. Ma chérie. Ai-je dit. Réussissant à lui faire un sourire doux. J'ai eu un petit accident. Mais je vais mieux. Mathieu a fait un pas hésitant en avant. Maman. On ne savait pas que tu serais là. Je ne savais pas que vous y seriez non plus. Ai-je répondu? Ma voix neutre. Un silence gênant s'est installé. Léo me fixait. Son jeune visage sérieux. Papa a dit que tu étais fâché contre nous. A-t-il dit doucement. Les mots simples et honnêtes d'un enfant ont tranché à travers toute la complexité adulte. Mon cœur s'est serré. Je me suis agenouillée avec précaution. En équilibre sur ma bonne jambe et une béquille. Pour être à leur niveau. Oh. Mon grand.
ai-je dit. La voix chargée d'émotion. Je ne pourrai jamais être fâché contre toi ou ta sœur. Je vous aime tous les deux très fort. Toujours. Mia a couru en avant et m'a fait un câlin collant, parfumé à la glace. Je l'ai serré fort. Une vague d'amour si puissante qu'elle m'a presque renversé. Cet amour, l'amour pur et simple pour mes petits-enfants, n'avait pas été brisé. C'était le seul lien qui restait pur. J'ai levé les yeux vers Mathieu par-dessus la tête de Mia. Ses yeux étaient remplis de larmes. Il a vu l'interaction, vu l'amour qui était toujours là. Et je pense, à ce moment-là, qu'il a compris l'ampleur de ce qu'il avait laissé se briser. Il n'avait pas seulement repoussé sa mère. Il avait endommagé l'accès de ses enfants à leur grand-mère. Le coup de sa faiblesse était écrit sur les visages de ses propres enfants. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Il est juste resté là. Un homme perdu dans les ruines d'une relation qu'il avait aidé à détruire. Je me suis finalement relevé. Le moment avec les enfants passant comme un bref et chaud rayon de soleil par un jour nuageux. Mathieu cherchait toujours ses mots. Son visage un portrait de regret. Tu leur as manqué? A-t-il finalement réussi à dire? La voix épaisse. Tu m'as manqué. Je suis là. Mathieu. Ai-je dit. Mais mon ton n'était pas une invitation. C'était une simple déclaration de fait. J'existais. J'avançais dans ma propre vie. Le prochain pas, s'il devait y en avoir un, devait être le sien. Et ce devait être plus qu'une simple excuse coupable au milieu d'une place de marché. Il a semblé comprendre. Il a hoché la tête. Une profonde tristesse dans les yeux. Je sais. A-t-il murmuré. Il a rassemblé les enfants, qui regardaient avec réticence de moi à lui. On devrait te laisser profiter du marché. Il m'a jeté un dernier regard interrogateur, puis s'est tourné et est parti. Ses enfants le suivant. Je les ai regardés s'éloigner. Mon cœur un enchevêtrement de chagrin et d'une paix étrange. Durement gagné. Je n'avais pas cédé. J'avais tenu bon. Non par dépit, mais par un acte nécessaire d'autopréservation. La vie a continué. Ma cheville a guéri. Lentement mais sûrement. Je suis passé d'un plâtre à une botte de marche. Puis de 2 béquilles à une. Et enfin, à marcher avec juste une légère boiterie. Chaque pas était une victoire. Chaque pas était le mien. Mon art est devenu mon centre d'intérêt. J'ai rejoint un cours d'aquarelle hebdomadaire à la Maison des Associations. Le même que Chantal avait suggéré des mois auparavant. J'étais nerveuse au début. L'élève la plus âgée dans une salle remplie de jeunes mères et d'artistes en herbe. Mais j'ai trouvé une joie tranquille à apprendre de nouvelles techniques. Dans la camaraderie de la création partagée. Je me suis fait des amis. Des gens qui ne me connaissaient pas comme la mère de Mathieu, mais comme Éléonore. La femme qui peignait des couchers de soleil étonnamment vibrants. Ma maison s'est transformée avec moi. Les couleurs sourdes et chargées de souvenirs du passé ont été lentement remplacées par des couleurs plus vives et plus audacieuses. J'ai acheté de nouveaux rideaux pour le salon. D'un jaune joyeux. J'ai rempli la maison de plantes, apportant des choses vertes et vivantes dans les pièces calmes. Et sur les murs, où autrefois n'étaient accrochées que des photos de famille, mes propres peintures ont commencé à apparaître. De petits paysages de la campagne francilienne, des natures mortes de fleurs de mon jardin. Ce n'étaient pas des chefs-d'œuvre, mais ils étaient le reflet de mon monde. Vu à travers mes propres yeux. La maison n'était plus un musée de ce qui fut. C'était une galerie de ce qui est. Des mois ont passé. L'automne a cédé la place au grand froid de l'hiver, qui à son tour a fondu dans le vert timide du printemps. À l'anniversaire de la mort de Jean,
Je n'ai pas passé la journée à regarder de vieilles photos. J'ai emporté mes peintures au cimetière et j'ai peint le saule pleureur centenaire qui poussait près de sa tombe, capturant la façon dont les nouvelles feuilles filtraient la lumière du matin. C'était un acte de souvenir, mais aussi un acte de vie. Puis est arrivé un dimanche de novembre. C'était un après-midi vif et lumineux. J'étais dans mon atelier, en train de finir une peinture, quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Chantal rendait visite à sa sœur en province. J'ai ouvert la porte, et mon souffle s'est coupé. C'était Mathieu. Il était seul. Il tenait une seule et parfaite tarte tatin dans un plat envers le même plat qui avait été le mien pendant 30 ans. Il avait l'air plus âgé, plus mince. Mais il y avait une nouvelle assurance dans ses yeux que je n'avais pas vue auparavant. Le regard hanté et coupable avait disparu, remplacé par une résolution tranquille. « Salut, maman », a-t-il dit. Il a tendu le dessert. C'est moi qui l'ai faite. Elle n'est probablement pas aussi bonne que la tienne. Je suis restée silencieuse un long moment, la main sur la poignée de la porte. Mon premier instinct a été de fermer la porte, de protéger le monde paisible que j'avais si soigneusement construit. Mais j'ai regardé son visage, et j'ai regardé l'offrande de paix dans ses mains, et j'ai vu quelque chose de plus qu'une simple excuse. J'ai vu un effort. « Pourquoi es-tu là, Mathieu ?» ai-je demandé. Ma voix douce mais ferme. « J'ai commencé une thérapie. » a-t-il dit. Les mots sortant d'un trait, comme s'il avait peur qu'il reste coincé s'il faisait une pause. Depuis 6 mois. J'avais besoin de comprendre. Pourquoi j'ai été si faible? Pourquoi j'ai laissé Sophie? Pourquoi je n'ai rien dit? Pourquoi je t'ai fait du mal? Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'ai réalisé. A-t-il poursuivi. Son regard inébranlable. Que j'ai passé toute ma vie à m'appuyer sur toi. Tu as toujours été mon filet de sécurité. Et quand Sophie est arrivée, avec sa force et ses plans, j'ai commencé à m'appuyer sur elle à la place. Je n'ai jamais appris à me tenir debout tout seul. Quand tu as eu besoin que je sois fort, je ne savais pas comment faire. C'était plus facile d'être d'accord, de me taire. C'était lâche. Et je le regretterai pour le reste de ma vie. Il a pris une profonde inspiration. Les choses avec Sophie et moi. Ce n'est pas facile. On essaie de surmonter ça. Je lui ai dit que ma relation avec toi n'était pas négociable. Plus maintenant. Je t'ai abandonné, maman. Mais je ne veux pas vivre le reste de ma vie comme l'homme qui a abandonné sa propre mère. Il ne demandait pas mon pardon? Pas directement. Il ne demandait pas à revenir dans ma vie comme si de rien n'était. Il rapportait simplement l'homme qu'il essayait de devenir. Un homme qui assumait ses responsabilités. Lentement, j'ai ouvert la porte plus grand. La tarte va refroidir? Ai-je dit. Il est entré dans une maison qui lui était à la fois familière et nouvelle. Ses yeux ont parcouru le salon, observant les rideaux jaunes, les peintures vibrantes sur les murs. Il a regardé l'espace où se trouvait autrefois le sanctuaire des photos de famille. La maison est jolie, a-t-il dit. Elle te ressemble. Elle est moi. Ai-je répondu simplement. J'ai pris le plat de ses mains et l'ai conduit dans la cuisine. J'ai préparé 2 tasses de thé. Et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. La même table où mon monde s'était effondré presque 1 an auparavant. Nous avons mangé la tarte tatin dans un silence confortable. Elle n'était pas aussi bonne que la mienne? Il avait raison. Mais c'était la meilleure chose qu'il m'ait jamais donnée. Notre relation ne serait plus jamais la même.
Le lien innocent et inconditionnel entre une mère et son enfant avait disparu pour toujours, brisé par cette seule phrase cruelle. Il ne pouvait pas être reconstruit. Mais peut-être quelque chose de nouveau pouvait pousser à sa place. Quelque chose de plus calme, de plus honnête. Une relation entre deux adultes, tous deux imparfaits, apprenant tous deux à se tenir sur leurs propres pieds. L'un d'eux se trouvait être la mère de l'autre. Alors qu'il partait, il s'est arrêté à la porte. Pour ce que ça vaut, maman, a-t-il dit. Je ne pense pas que tu sois une étrangère. Je pense que c'est moi qui étais l'étranger. J'étais un étranger à moi-même. J'essaie de retrouver mon chemin. J'ai hoché la tête, acceptant ses paroles. Après son départ, je suis resté près de la fenêtre et j'ai regardé sa voiture s'éloigner. La maison était de nouveau silencieuse, mais le silence n'était pas vide. Il était plein de potentiel. Ma vie n'était pas définie par la présence ou l'absence de mon fils. Elle était définie par moi. Par les couleurs que je choisissais de mettre sur le papier. Par les amis que je choisissais d'accueillir. Par la force tranquille que j'avais trouvée dans les décombres de mon ancienne vie. J'avais été brisée. Oui. Mais dans la brisure, j'avais été refaite. Et la femme que j'étais maintenant? Cette Éléonore Dubois qui se tenait sur ses deux pieds dans sa propre maison lumineuse et belle. Était une femme que j'étais enfin. Vraiment. Fière de connaître.